Bon, bah, ça y est, je peux dire bonsoir. C'est la dernière session de la journée. Donc, merci d'être là pour une session sur quelque chose encore différent de la journée qu'on n'a pas encore entendu, l'IA. Hein. Donc, l'IA générative, mais sans GPU. Donc, je vais laisser mes collègues Ludovic et Jean-Michel vous présenter tout ça. Bonsoir à tous, donc je suis Ludovic Rocroix, je suis dans l'équipe Customer Engineer chez Sens, spécialiste IA, et je suis accompagné de Jean-Michel Emès qui est Technical Pre-Sales dans l'équipe Customer Engineer. Donc le sujet de cette présentation, c'est de vous expliquer deux choses finalement. C'est qu'on peut déployer des modèles de langage sur du CPU si on n'a pas de GPU, si le GPU est trop cher. Et aussi, je vais vous montrer comment on déploie un modèle de langage en utilisant GKE Autopilot, puisque c'est l'outil principal qu'on peut utiliser aujourd'hui sur Premiance pour déployer des modèles de langage. Bon, on va passer ça. Rapidement, les enjeux qui sont derrière ce qu'on va vous montrer là, c'est qu'on a un certain nombre de nos clients qui veulent mettre en place des cas d'usage basés sur des modèles de langage dans un contexte de confiance. Donc, ils veulent être sur le SecNum, mais ils ont des fortes contraintes de coût. Or, la disponibilité aujourd'hui dans des clouds de confiance des GPU, elle est limitée. Donc, ça peut poser souci. Et le challenge, c'est que habituellement, on déploie des LLM sur les GPU. Les GPU, ils sont rares et puis ils sont chers. C'est-à-dire que bon, déjà, il n'y a pas tous les GPU disponibles sur Premiance, mais même si vous allez sur Google Cloud classique, vous n'aurez pas toujours accès aux GPU dont vous rêviez pour avoir le meilleur rapport qualité-prix pour vos modèles. Donc c'est ça qui a été à l'origine de cette démo et de ce travail. C'est de montrer qu'on était capable de déployer du CPU sur Premiance en utilisant GKE Autopilot. Donc la différence entre le CPU et GPU, c'est quoi? Alors l'avantage du CPU, c'est que c'est disponible de manière vraiment en très grande quantité et même sur Premiance. Deuxièmement, c'est fractionnable, c'est-à-dire qu'on peut utiliser que des fractions de CPU grâce à GKE Autopilot. Donc ça peut être pas cher et ça peut être encore moins cher, parce que déjà le CPU est pas cher, mais on peut en prendre qu'une petite partie. Par contre, l'inconvénient du CPU par rapport au GPU, c'est que ça parallélise assez mal les calculs qui sont les calculs nécessaires pour les LLM, donc notamment les calculs matriciels. Et la bande passante mémoire est beaucoup plus faible que sur du GPU. Donc ça a des conséquences sur l'usage des LLM. L'analyse de l'input, c'est-à-dire l'analyse du message, de la demande que vous envoyez à un modèle de langage, elle est beaucoup plus lente que sur un GPU. Un GPU, vous lui envoyez un gros texte à résumer, il va tout traiter en parallèle et il va très vite commencer à vous envoyer le résumé du texte. Un CPU, vous allez le sentir mouliner parce qu'en fait, il doit quasiment passer tous les mots un par un. Voilà, c'est beaucoup moins efficace. Et de l'autre côté, au niveau de la génération de texte en sortie, le CPU, il gère assez mal les requêtes en parallèle. On va dire qu'il le gère même franchement mal. Là où un GPU, vous pouvez, sur certains GPU, vous envoyer 30 requêtes en parallèle, ça ne va pas moufter, ça va traiter les 30 requêtes quasiment comme si elles étaient toutes seules sur le GPU. Là où un CPU, il va vous diviser le débit par 30. Donc, c'est pas très bon de ce côté-là. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il en ressort au niveau des cas d'usage, maintenant qu'on a dit ça? Les cas d'usage adaptés, c'est quoi? C'est les cas d'usage asynchrones. Si on n'a pas besoin d'avoir du temps réel, le CPU, c'est super. Il va prendre le temps qu'il faut pour lire la demande, il va prendre le temps qu'il faut pour générer la réponse. C'est pas grave. Et sinon, on peut aussi faire des cas d'usage interactifs, mais à ce moment-là, il faut limiter la taille de la demande initiale. Donc, ne lui demandez pas d'aller résumer un texte de 20 pages, parce que ou sinon, il faut aller prendre un café. Ça va être très long. Et il faut limiter le nombre d'utilisateurs en parallèle, parce que s'il y a 2 requêtes en parallèle, vous divisez le temps de réponse par 2. Donc, voilà, évitez de mettre 15 personnes sur la même instance du LLM. Il y a des contraintes aussi au niveau du LLM. Vous ne pouvez pas utiliser des LLM trop gros, toujours pareil, puissance de calcul limitée.
Il faut compresser le LLM, c'est-à-dire que le LLM, il a un certain nombre de milliards de paramètres. Et ces paramètres, vous pouvez les coder sur 16 bits, 8 bits, 4 bits. Bon, en fait, il faut les coder sur un nombre de bits un peu limité pour réduire la taille en mémoire. Ça va permettre d'aller plus vite dans les calculs. Et enfin, il faut avoir un framework d'inférence optimisé. Alors, le framework d'inférence, c'est quoi? C'est globalement le logiciel qui permet, à partir de l'architecture du modèle et des poids du modèle, de calculer les mots à générer. Donc, on va dire que c'est un soft. Donc, dans ce qu'on va vous montrer, qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé sur des machines C3. Alors, C3, c'est des CPU Intel Sapphire, donc des CPU assez récents. Ils ont un intérêt, c'est qu'ils ont de la mémoire DDR5. Donc, comme on a dit que la mémoire, c'était assez important, c'est de la mémoire assez rapide pour du CPU. Et ils ont des jeux d'instructions qui sont optimisés pour les calculs matriciels. Donc, ça permet d'aller un peu plus vite. Vous n'aurez pas forcément les mêmes performances si vous prenez des CPU de plus ancienne génération. Le framework, on prend LlamaCpp, qui est un framework très connu pour faire de l'inférence de LLM sur du CPU. Sur du GPU, il y en a qui sont meilleurs. Le modèle, j'ai pris Gemma 3, 4 milliards de paramètres. Pourquoi? Parce que c'est un bon rapport performance-taille. Et 4 milliards de paramètres, c'est raisonnable par rapport à si on veut baisser les prix d'usage des CPU, pardon. On compresse sur 4 bits, c'est-à-dire que d'origine, le modèle, les poids sont sur 16 bits, et donc on a 8 gigaoctets de poids. Ça occupe 8 gigaoctets. En compressant sur 4 bits, on occupe 2 gigaoctets. Ça permet de prendre moins de ressources. Et l'outil pour déployer tout ça, c'est GKE Autopilot, et on crée un objet déploiement dans GKE Autopilot. Un petit focus sur GKE Autopilot, puisque on va l'utiliser. L'intérêt de cet outil, c'est d'avoir un Kubernetes managé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un expert Kubernetes. C'est une approche low-code, c'est pas du no-code. On a quand même un fichier de configuration, ça s'appelle un manifeste. Mais c'est quand même assez simple à déployer. Honnêtement, on n'a pas à aller mettre les mains dans les nœuds, etc. Donc c'est comme si on avait un expert avec nous. On va définir ce dont on a besoin en termes d'infrastructure, et le système va s'assurer que cette infrastructure elle est toujours dispo. Si l'infrastructure plante, elle va la redémarrer. Si on lui dit je veux 4 fois cette infrastructure, il va en provisionner 4. Si on lui dit juste après j'en veux 2, il va en tuer 2, etc. Donc c'est un niveau de management assez élevé. Et donc ça en fait un service presque serverless pour le déploiement de l'IA. L'intérêt aussi de GKE Autopilot, c'est qu'on a une optimisation des coûts, c'est-à-dire qu'on est facturé à la ressource demandée et utilisée. Si vous demandez 2 CPU, même si les machines sous-jacentes n'ont pas de CPU, elles en ont 8, eh ben vous serez facturé que de 2 CPU. Et ça, c'est un vrai avantage, et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur le GPU. Le GPU, même si vous en utilisez qu'une fraction, on vous facturera le GPU complet. Et puis ça permet de faire du scale up, scale down extrêmement facilement. Encore une fois, on a un chiffre à changer dans un manifeste ou une commande à lancer, et on peut multiplier par 10, diviser par 10 le nombre d'instances. Et puis, qu'est-ce qu'on déploie dans GKE? C'est quoi la matière de base qu'on va lui donner pour lui faire calculer des sorties de LLM? C'est une image Docker. Et ça tombe bien parce que des images Docker de framework d'inférence, il y en a plein. C'est hyper bien documenté aujourd'hui. Donc concrètement, quelle configuration on va avoir dans GKE, dans ce qu'on va vous montrer? Donc le fichier de base de configuration, ça s'appelle un manifeste. Ça ressemble un peu à un gros JSON, on va dire. Enfin, c'est un YAML, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à un gros JSON. Donc en gros, on a des valeurs ligne par ligne, des paramètres à rentrer ligne par ligne dans un fichier qui est structuré avec une structure assez rigide. On va donc lui dire qu'on veut déployer le logiciel LlamaCpp, et en fait, on va juste lui mettre l'adresse de l'image Docker d'un LlamaCpp. C'est ça. C'est pas trop compliqué jusque-là. On va le configurer. Donc pour le configurer, on va lui dire je veux que tu me prennes ce modèle-là. Donc vous retrouvez bien Gemma 3, 4 milliards de paramètres, quantisés sur 4 bits. Et puis derrière, on a tout un tas de paramètres où vous pouvez lui dire la taille du contexte que vous voulez. Est-ce que vous voulez que s'il y a 2 requêtes qui arrivent en parallèle, elles soient traitées d'affilée ou elles soient traitées en même temps, mais du coup en ralentissant chacune des requêtes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
Et au niveau de l'infrastructure, c'est là que c'est intéressant. Je vous ai dit que ce qu'on faisait pour manager ça, c'est qu'on lui disait ce qu'on voulait comme infrastructure à la fin. Et là, on lui dit, je veux 616 millièmes de CPU et 4 gigas de RAM. Alors le 616, c'est juste parce qu'il y a un lien. J'ai fixé le 4 gigas de RAM parce que je vous ai dit que les poids du modèle prenaient environ 2 gigas dans la mémoire. Derrière, il faut aussi un peu de place pour la masse EPP, et puis il faut de la place pour les calculs intermédiaires. Donc je me suis dit, je veux 4 gigas de RAM. Et à partir de là, le système m'a dit, il te faut minimum 616 millièmes de CPU. Sinon, ça ne marche pas. En fait, sinon, il va me le remonter automatiquement à 616. Donc je lui demande ça. Ça fait vraiment pas beaucoup, 0,6 CPU. Et je lui demande un réplica. Si je mettais 10, en fait, il me ferait 10 fois la même instance et je pourrais servir 10 personnes sur ces 10 instances. Et enfin, il faut exposer ce système-là, c'est-à-dire que là, on a un truc qui tourne, mais on ne peut pas y accéder de l'extérieur. Et là, je l'expose derrière un service qu'on appelle un load balancer, qui est un service qui a associé à GKE. Ça fait que derrière, si je mets 10 réplicas, elles seront toutes derrière le même load balancer. Et si j'envoie des requêtes sur ce load balancer, le load balancer va lui-même choisir vers quelle instance il va envoyer le traitement. Ça permet de s'assurer que ça va bien paralléliser le fonctionnement. Et là, on va passer à la démo et je vais laisser Jean-Michel prendre la main. Je fais le pitch, si tu veux. Oui, tu fais le pitch. Peut-être juste poser quelques questions. Là. Qui utilise... Il est un peu tard, hein. Je pense qu'on est tous un peu fatigués. Là. Qui a déjà utilisé GKE là, sur, Voilà. Qui a déjà utilisé Gemma 3 ? D'accord, donc vous savez un peu de quoi on parle. Bon. Donc là, on va passer sur VS Code. On va nettoyer un peu ça. Donc déjà, tu peux peut-être montrer la console Sens. Voilà, donc là on est dans la console Sens, on est dans la partie Kubernetes. Hop. Alors, tu cliques sur le logo Sens, sinon... ouais, non, mais si, voilà. Voilà. Donc on va cliquer sur Kubernetes pour aller sur GKE version Sens, et puis on va aller sur les workloads là-haut. Voilà, donc ça, c'est les déploiements qu'on a déjà sur notre cluster. On a déjà créé le cluster avant. On a un déploiement d'OpenWeb UI, c'est donc une interface utilisateur type chatbot, mais on n'a pas de LLM dedans. On l'a fait pour gagner du temps. Donc on voit qu'on n'a pas le LLM, on va le déployer ensemble. Si tu vas dans OpenWeb UI, Jean-Michel, tu vas pouvoir montrer qu'il est exposé sur cette IP-là. Et si on clique dessus, on va arriver sur l'interface OpenWeb UI. Et on voit là-haut qu'en fait, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle dispo pour l'instant. Donc, on va déployer ensemble le modèle. On va retourner dans VS Code pour ça. Et je te laisse retourner dans VS Code. Voilà. Donc pour déployer un modèle, on va lancer une commande assez simple, il faut juste la connaître. Hein. On va appliquer un manifeste, donc on va lancer la commande kubectl-f, apply-f et le nom du manifeste, et ça va lancer le déploiement de ce modèle, et ensuite on ira voir le contenu du fichier YAML le temps que tout se déploie. Enfin, je pense qu'il va falloir que tu te reconnectes au cluster. Mais... Non, c'est bon, c'est parti. Là, on voit que le déploiement a été créé. Et donc, on va attendre. Et si tu peux ouvrir le fichier YAML, deploy Gemma YAML. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est le contenu d'un fichier YAML. Hein. Au début, on définit le fait qu'on veut créer un déploiement. On lui donne un nom. On l'associe à une app. Ça, c'est un tag qui permet de le retrouver facilement. On spécifie le déploiement. Donc là, je lui dis que j'en veux un. Mais si je mettais 10, il m'en mettrait 10. Là, je vais passer rapidement. Il y a un volume partagé et un init conteneur. C'est parce que j'ai fait le truc pas très proprement pour la démo. Il va télécharger le modèle dans ce manifeste. En réalité, il faudrait faire un manifeste qui télécharge le modèle,
qu'il sauvegarde dans un disque partagé, et ensuite un autre manifeste qu'il déploie. Mais bon, pour la démo, j'ai tout mis dans le même. Et comme je vous l'ai dit, là, on va déployer le moteur d'inférence. Donc ici, on spécifie l'image qu'on veut déployer. Ici, on spécifie les ressources dont on va avoir besoin. Vous retrouvez bien les 616 millièmes de CPU, les 4 Go de RAM et puis un petit disque associé. Et là, on spécifie les paramètres qu'on veut quand on va déployer ce conteneur. Donc vous avez bien le nom du modèle, la taille du contexte, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis tout en bas, vous avez le service load balancer qui va aussi être défini. Là, vous avez des sondes de else, de check else. Et puis en bas, vous avez le service. Donc vous voyez, il y a beaucoup de lignes, mais en réalité, la plupart des lignes sont vides. C'est de la mise en forme, etc. Et si vous avez envie de changer de modèle, bah, vous avez juste à changer le nom de l'image du modèle que vous voulez télécharger. Donc c'est quand même assez simple. Et si vous voulez déployer sur du GPU, ça a exactement la même tête, c'est juste que vous demandez du GPU au lieu de demander du CPU. Donc on va retourner dans l'interface graphique, on va remettre à jour. Tu vas dans Workload, là, déjà. Tu retournes dans Workload. Non, ouais, là, tu vas dans Workload. Donc là, on a bien notre service Gemma qui est arrivé. Et si on retourne dans OpenWeb UI, non, reclique dans OpenWeb UI pour réouvrir l'interface. Ou sinon tu l'as là. Ah ouais, bah alors mets-la à jour, normalement le modèle il est arrivé. Donc tout à l'heure on n'avait pas de modèle ici. On fait un petit refresh. Voilà, on a le modèle qui est arrivé, donc on va pouvoir voir ce que ça donne comme performance. Alors on n'est pas sur du GPU, mais c'est quand même utilisable. Donc on va mettre des petits prompts assez basiques qu'on a préparés, du type corrige-moi un mail, enfin vraiment les usages basiques d'un LLM, pour voir quelle vitesse il prend pour répondre à ça. Hop. Donc voilà, là on a un mail à corriger. Donc quand on va appuyer sur Entrée, il va lire l'instruction qu'on lui a donnée. On voit que c'est pas très long, donc il va assez vite se mettre à répondre. Et puis il va commencer à répondre. Alors plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, il répond assez vite. On a quelques dizaines de mots ici. Alors globalement, il analyse le texte qui lui arrive avec cette configuration à entre 20 et 40 mots par seconde à la lecture, et à l'écriture, il est entre 5 et 10 mots par seconde à peu près. Deuxième point, on voit qu'il s'en sort plutôt pas mal, c'est un petit modèle, mais il a bien corrigé les fautes, il a rajouté des formules de politesse, blablabla. Donc c'est pas nul comme modèle, pourtant c'est un petit modèle, mais pour des tâches basiques du type synthèse, extraction d'infos, correction d'orthographe, il marche bien. Maintenant, je vous ai dit que les cas d'usage peut-être plus adaptés, ça va être les cas d'usage qui tournent en arrière-plan. Et là, on a imaginé un petit cas d'usage qui nous vient d'une demande client sur de la gestion, de l'analyse de tickets informatiques pour aller les classer et les envoyer aux bonnes personnes, déterminer l'urgence, etc. Donc si tu fais t'arrives à... Ouais, un CTRL-C et CTRL-V de l'autre côté, peut-être dans une nouvelle conversation pour que ce soit plus propre. Hop. Tout en haut, ta nouvelle conversation. Voilà. Hop, on lui envoie ça. Alors là, par contre, il va mettre plus de temps parce qu'il y a pas mal de mots, donc il va mettre peut-être 20-30 secondes avant de commencer à écrire. Mais si on remonte, on peut aller analyser le prompt. C'est un prompt assez basique. On lui explique ce qu'il doit faire. Tu es un expert IT et tu dois faire ceci, cela. Je veux que tu analyses la demande, le ticket en allant chercher le service concerné parmi ceux que je t'ai mis là, le niveau d'urgence parmi haut, moyen, bas, et je veux que tu me répondes au format JSON en me donnant service concerné, urgence et un résumé. Je lui donne quelques exemples. Ah, on a eu un souci là. En général, ça reconnecte. Okay. Là, c'est un problème de réseau. Ok.
Donc là, ça marche et on voit que bon, ça prend peut-être une trentaine de secondes de tout analyser parce qu'il y a un prompt assez long. Mais bon, il arrive à répondre et puis il répond pas n'importe quoi. Hein. Là, le ticket analysé, il était là. J'ai un problème de réseau en salle Berlin. On a un call dans 10 minutes. C'est critique. Il a bien vu que c'était du réseau, que c'était une urgence importante et puis met un petit résumé. Donc encore une fois, le modèle, il n'est pas complètement aux fraises. Hein. Il marche pas si mal que ça. Alors, il a mis une trentaine de secondes à fonctionner. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que Llama CPP, c'est un moteur d'inférence qui est pas trop mal. C'est-à-dire qu'il fait de la mise en mémoire tampon. Et si on lui pose plusieurs fois des questions avec le même prompt, eh ben, il ne va pas recalculer le prompt depuis le début, il va regarder à partir de quand ça commence à changer. Donc si je change et je mets un autre ticket, voilà, tu peux mettre, vas-y, celui-là, très bien, et que je le mets en bas, ouais, ou sinon voilà, tu changes juste le ticket à analyser, et ben, on va voir qu'il va pas attendre 30 secondes avant de répondre, parce que le début, il le connaît déjà, et en fait, il va juste commencer à analyser ici. Voilà, il va passer peut-être 3-4 secondes à se rendre compte qu'il n'y a pas à tout recalculer, mais ensuite il va passer ici, enfin normalement. Peut-être que le problème réseau a foutu le bazar. Bon, c'est l'effet démo. Normalement, il répond au bout de 2-3 secondes et on gagne vraiment, vraiment beaucoup de temps. Bon, bah là, ça ne marche pas, tant pis. Mais dans la réalité, si ça marche, il va quasiment répondre immédiatement. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un cas d'usage où vous avez toujours les mêmes prompts qui reviennent, en fait, il va répondre assez vite. Je vous ai dit qu'il mettait 30 secondes à analyser, qu'il analysait environ 30 mots à la seconde, enfin entre 20 et 40. Mais ça, c'est les nouveaux mots. Si vous prenez des prompts réguliers vous avez 4 cas d'usage avec 4 prompts réguliers, vous allez dire à Llama CPP, ça, c'est des prompts qui reviennent tout le temps. Et en fait, il va regarder que les nouveaux mots. Et il va être capable quand même d'aller générer un certain nombre de mots, du coup, dans ce cas-là, de JSON, etc. Donc, c'est quand même, il y a un débit qui n'est pas inintéressant. Et on peut aussi aller requêter le modèle au format curl, enfin au format API. Hein, il est aussi exposé dans ce mode-là. Donc, tu peux lancer une requête, par exemple celle-ci. Donc, c'est une requête toute simple, mais non, il faut la lancer en VS Code. Ouais. Mais c'est pour vous montrer que ça marche aussi au format API de la même manière. Non, tu peux le... Ah, tu veux aller chercher... Ouais, c'est bon. Le nom du service n'a pas changé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura les vitesses de génération qui seront affichées, ce qu'on ne voit pas dans le... voilà, donc ici, ici on voit côté prédiction, donc génération de texte, on est à 6,18 tokens par seconde, et au niveau de l'analyse du prompt, on est à 40 tokens par seconde. Pourquoi je ne suis pas capable de vous donner la valeur exacte? C'est parce que GKE a une particularité qui est plutôt intéressante, c'est que si je lui demande 0,6 GPU et 4 Go de RAM, il se peut qu'il me donne, pardon, 0,6 CPU, il se peut qu'il me donne un CPU complet, parce que il n'est pas radin, GKE Autopilot. S'il a une partie du CPU qui n'est pas utilisée, même si on ne l'a pas demandé, il nous la met gratuitement. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on monte à 50 tokens par seconde, et parfois on tombe à 20-25. Ça va dépendre de s'il a de la place ou non, il peut nous surclasser en fait. Si on repasse sur la démo pour finir, pardon, sur le... Ouais, voilà. Donc en conclusion, donc comme je vous l'ai dit, entre 20 et 50 tokens par seconde, ça veut dire qu'on est capable de traiter 2 à 4 millions de tokens par jour, et notamment de nouveaux tokens en dehors du prompt. Donc c'est pas rien, on peut quand même traiter, si on parle en tickets, on peut vraiment traiter beaucoup de tickets par jour. Et en output, on est entre 4 et 800 000 tokens générés par jour avec une config comme celle-ci. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est ça.
c'est que ce que je vous ai montré avec 0,6 CPU, bah, ça coûte que dalle. Ça coûte entre 20 et 40 euros par mois. En gros, 40 euros, c'est si vous le prenez sans aucun engagement d'achat, donc vous payez plein pot. Et là, c'est si vous vous engagez, vous pouvez descendre autour de 20 euros par mois. En gros, c'est du 5 centimes de l'heure hein, si vous payez vraiment en pay as you go à l'heure. Donc c'est très peu, même par rapport à des petits GPU, vous êtes quasiment 10 fois en dessous du prix des petits GPU. Donc si vous avez des cas d'usage qui sont compatibles avec ça, c'est tout à fait faisable. Et ça, c'est le message qu'on essaie de passer auprès des clients qui doivent absolument être sur Premiance, mais qui trouvent que les GPU actuellement disponibles sont trop onéreux. Et je leur dis, regardez vos cas d'usage, hein, peut-être qu'ils sont compatibles avec ce type d'approche et vous pouvez dès maintenant déployer ça. Alors, avant de terminer, là on a parlé du CPU, mais il y a des cas d'usage qui ne vont pas passer sur du CPU. Hein. Si vous avez besoin de gros modèles, des modèles thinking, des modèles de code, ou des modèles un peu poussés, forcément ça ne passera pas hein, globalement sur CPU. Au-delà de modèles de 10-12 milliards de paramètres, ça va avoir du mal à passer. Ce que vous pouvez faire pour maîtriser les coûts, si vous avez besoin d'utiliser des très gros modèles et donc des très grosses machines, c'est de faire du batch. Alors vous ne serez pas en interactif, vous n'aurez pas un LLM, un moteur qui pourra faire du code accessible en permanence. Mais si vous avez des calculs à faire en arrière-plan dans la journée, par exemple, aller analyser tout un tas de documents qui sont traités qui sont générés dans la journée. J'avais pris l'exemple tout à l'heure d'entreprises qui voudraient savoir ce qu'on dit de leurs produits, ce qu'on dit de l'entreprise sur les réseaux sociaux, sur les retours qu'on peut leur faire par mail, etc. Ils peuvent enregistrer tout ça dans la journée et le soir aller lancer un calcul en batch, en asynchrone. Ils démarrent une grosse machine, ils lancent les gros modèles, ils font traiter les peut-être 100 000 morceaux de tweets, de posts Insta ou de retours clients qu'ils ont reçus. Ça permet d'extraire des infos du type c'est tel produit qui est concerné, c'est positif, c'est négatif et voici un résumé, et d'aller tout storer, d'aller tout enregistrer dans BigQuery pour de l'analyse future. Et avec ça, en fait, on peut utiliser des très gros modèles, hein, des modèles à plusieurs centaines de milliards de paramètres qui tourneraient sur des très grosses machines. Là encore, il faut un framework d'inférence optimisé parce qu'on va vouloir que le calcul se passe le plus vite possible pour payer le moins cher possible puisqu'on paye à la seconde. Et là, typiquement, vous allez utiliser, si vous êtes sur du GPU, le moteur d'inférence VLLM qui est la référence actuelle. Ça peut permettre de paralléliser des dizaines, des centaines de requêtes en parallèle sur des gros GPU. Et donc vous allez utiliser GKE Autopilot, mais cette fois au lieu de faire un déploiement, ça veut dire que ça reste up tout le temps, vous allez lancer un job où vous pouvez utiliser Kubernetes Event Driven Autoscaling. Donc un job, c'est globalement au moment où vous le lancez, ça fait le calcul. KEDA, l'idée c'est que ça va les surveiller, par exemple vous allez surveiller une file de documents qui arrivent dans PubSub, donc les documents ils arrivent, et puis quand vous arrivez à 10 000 documents, vous lancez le traitement et ça va automatiquement passer le nombre de réplicas de 0 à 1, ça va lancer votre traitement et à la fin ça va passer de 1 à 0 et ça va arrêter la dépense. Et donc ça permet de limiter les coûts parce qu'une machine à 3, effectivement, c'est très très rapide, mais ça va être autour d'une centaine d'euros de l'heure si vous n'avez pas d'engagement. Donc si ça tourne une demi-heure, vous allez payer 50 euros. Franchement, si c'est sur plein de cas d'usage, c'est tout à fait acceptable. Mais c'est important d'arrêter la machine dès que vous avez terminé votre traitement.